Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une situation géopolitique particulièrement complexe en Afrique de l'Ouest. Ça ressemble un peu à un thriller. Oui, tout à fait. On a des sources qui viennent d'un débat assez animé et qui nous présentent deux scènes. Deux scènes qui, à première vue, n'ont vraiment rien à voir. D'un côté, on a une tentative de coup d'État présumé au Burkina Faso. Et la Côte d'Ivoire est en plein dans le viseur. Exactement. Et de l'autre côté, à Abidjan, une controverse politique qui agite beaucoup de monde et qui pose des questions assez fondamentales sur le pouvoir. Et ce qui est vraiment passionnant avec nos sources, c'est que c'est la retranscription d'une table ronde où les opinions, mais vraiment, se télescopent. Ah oui. On a des commentateurs qui regardent exactement les mêmes faits, les mêmes événements, et ils en tirent des conclusions diamétralement opposées. Ça nous donne une vision très riche. Pas seulement des faits alors. Non, pas seulement des faits. Une vision aussi de la guerre des récits, de la communication, qui se joue en coulisses. La guerre des récits, c'est le mot juste. D'ailleurs, la discussion commence avec une image très très forte. Un intervenant lance un proverbe que tout le monde connaît. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et à peine elle a fini sa phrase qu'un autre lui rétorque que cette fumée, elle pourrait bien être artificielle. Un fumigène en gros. Voilà, un simple fumigène. Et notre mission aujourd'hui, c'est un peu ça. Essayer de voir à travers ces écrans de fumée pour comprendre ce qui se trame vraiment. Bon, alors, commençons par le début. Le 4 janvier, le gouvernement de Ouagadougou annonce avoir déjoué une tentative de déstabilisation. Mais la manière de le faire est, Assez particulière, on peut le dire. voilà, particulière. Pas de grande conférence de presse, pas de dossier judiciaire communiqué, non. La seule preuve qu'on nous donne, c'est une vidéo. Les aveux d'une personne arrêtée. Et immédiatement, les regards se tournent vers les pays voisins et surtout vers la Côte d'Ivoire. Il faut bien dire que le contexte est déjà explosif. Les relations entre le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré et la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara sont au plus bas. On le sait, Il y a bien eu une tentative de calmer le jeu en décembre, un ministre ivoirien est allé à Ouaga, mais ça n'a servi à rien. à rien. Les sources sont unanimes là-dessus. Un des commentateurs utilise une image qui parle bien, il dit que le vase était déjà plein à ras-bord. Cet incident, c'est juste la goutte de trop, quoi. Et les accusations sont précises. C'est ça qui est troublant. Très précise. On nomme un cerveau présumé, l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui est en exil au Togo, et on balance un chiffre. 70 millions de francs CFA. Voilà. Une somme qui aurait été versée par la Côte d'Ivoire pour financer le complot. Donc, on en revient à notre question de départ. Est-ce que c'est une vraie conspiration, la fameuse fumée sans feu, ou une mise en scène totale, une fumée artificielle? C'est vraiment le cœur du débat dans nos sources. D'un côté, il y a la thèse de la crédibilité, le fameux feu. Oui, Elle s'appuie sur une logique assez simple. Pourquoi un gouvernement prendrait-il le risque de monter une histoire pareille, aussi détaillée, si tout était inventé? il s'exposerait à être démenti. De façon humiliante, oui. Et en plus, le passé est lourd. Les commentateurs rappellent d'autres affaires, comme l'affaire Ziggy, des accusations d'ingérence. Ah oui, c'est vrai. Pour certains, ce complot, il s'inscrit simplement dans une suite logique de tensions. D'accord. Mais l'autre camp, celui du scepticisme, il n'y croit pas une seconde. Pas du tout. L'un des intervenants parle carrément de coup de com'. Ah, carrément. Oui, d'une opération de communication politique. Et son argument principal est assez solide. Ces aveux, on ne sait absolument rien des conditions dans lesquelles ils ont été obtenus. C'est un point crucial. Et il va même plus loin. Il suggère que la véritable cible de cette manœuvre, ce n'est peut-être même pas la Côte d'Ivoire. Comment ça? C'est une hypothèse très intéressante. Selon lui, en accusant Abidjan de financer un complot qui est préparé depuis Lomé, Ouagadougou, mais une pression énorme sur le Togo, Ah, je vois. Le message caché serait... serait « Vous hébergez Damiba, regardez ce qu'il fait depuis chez vous, vous feriez bien de nous le livrer ». Ce qui est frappant ici, c'est moins l'accusation que la méthode. On est en pleine guerre de l'information. Totalement. On ne cherche pas à prouver en justice, on cherche à convaincre l'opinion publique, et tout de suite. C'est vrai, un des analystes insiste beaucoup là-dessus. Il dit « Ouagadougou communique énormément mais n'apporte pas de preuves judiciaires. La transparence, la vraie, ce serait une enquête, des avocats, un procès. » Et là, on a un show médiatique. Exactement. Mais alors si la pression est mise sur le Togo, pourquoi est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui est la plus violemment attaquée? Ça semble contre-intuitif. Et c'est là que l'analyse devient, je trouve, fascinante. Les sources décrivent la position du Togo comme extrêmement ambiguë. C'est-à-dire,
Un des commentateurs fait une remarque très juste. Ouagadougou tape très, très fort sur Abidjan, mais à peine sur Lomé. Alors que c'est Lomé qui héberge le cerveau présumé. C'est le paradoxe. Et l'explication qui est avancée, c'est qu'il y aurait une sorte de coopération officieuse, un jeu diplomatique caché entre le Burkina et le Togo. Une coopération? Mais comment ça? L'idée, c'est que le Togo se servirait de la présence de Damiba sur son sol comme d'un levier de négociation. En gros, Lomé dirait aux autres pays de la région, hein, vous voyez, je le tiens, il est chez moi, donc il vaut mieux être en bon terme avec moi. D'accord. Et pour Ouagadougou, c'est peut-être un moindre mal. Ils préfèrent savoir Damiba sous la surveillance, disons, relative du Togo, avec qui ils peuvent discuter. Plutôt que de le voir se balader dans un pays perçu comme totalement hostile. Exactement. C'est une sorte de gestion du risque, quoi. Ah oui, je vois. C'est du billard à trois bandes. Et pour montrer que ce genre de scénario n'est pas de la science-fiction, un des participants rappelle un précédent. C'est l'histoire de Lida Kouassi Moïse. Oui, il faut nous raconter ça. C'est un cas d'école. Lida Kouassi Moïse, c'était un ex-ministre ivoirien du temps de Laurent Gbagbo. En 2012, il est arrêté au Togo. D'accord. Et que se passe-t-il Il passe aux aveux. À la télévision. À la télévision togolaise. Apparemment, les images étaient très fortes, on le voyait très affecté. Et suite à ces aveux filmés, il est extradé vers la Côte d'Ivoire. Le parallèle est saisissant. C'est fou, oui. Ça montre que l'aveu télévisé, c'est un outil politique bien rodé dans la région. Une sorte de preuve préfabriquée pour justifier une action politique. Une extradition, par exemple. Exactement. On comprend mieux pourquoi les sceptiques parlent de fumée artificielle. Oui, mais au-delà de ces jeux régionaux, il y a une autre dimension. Ce que les sources appellent l'éléphant dans la pièce. La géopolitique globale. Oui, impossible de comprendre ces tensions sans regarder le tableau d'ensemble. D'un côté, on a l'ASE, l'Alliance des États du Sahel. Alors, juste pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde, l'AES, c'est l'alliance entre le Burkina, le Mali et le Niger. C'est ça. Ces régimes militaires qui ont tourné le dos à la France pour se rapprocher de, disons, d'autres partenaires comme la Russie. C'est bien ça? C'est exactement ça. Et de l'autre côté, on a des pays comme la Côte d'Ivoire qui sont vus comme les piliers de l'influence occidentale, et notamment française, dans la région. D'accord. L'un des analystes pose la question très crûment. Est-ce que ce conflit, ce n'est pas tout simplement l'écho, au niveau local, d'un affrontement beaucoup plus large? Est-ce que ces pays ne sont pas en train de devenir les pions D'une nouvelle guerre froide qui se joue sur le continent africain? La question est posée. C'est une question vertigineuse. Et cette idée d'un pouvoir qui communique par des actes forts, presque théâtraux, que ce soit par des aveux ou des accusations, eh bien, on la retrouve sous une forme très différente, mais tout aussi symbolique, à Abidjan. Absolument. La transition est parfaite. C'est cette histoire de réunion politique au palais présidentiel. On change de décor, mais pas de logique. Le président ivoirien, Alassane Ouattara, convoque les députés de son parti, le RHDP. Bon, jusque-là, Rien d'anormal? non. Sauf que la réunion n'a pas lieu au siège du parti, mais au palais présidentiel. Alors là, il faut qu'on m'explique. Un président qui convoque son parti politique au palais présidentiel, ça me semble, à première vue, complètement fou. C'est le symbole de la République, de l'État, Pas le QG d'un parti, quoi. et c'est bien là que le bas blesse. Pour une bonne partie des observateurs cités dans nos sources, c'est un scandale. Une honte. Oui, ils y voient la preuve ultime de ce qu'ils appellent un État-parti, c'est-à-dire une confusion totale entre les institutions et les intérêts d'un seul parti. Mais Mais, et c'est là que ça devient complexe, le camp d'en face a un argument massu. C'est légal. comment ça, c'est légal? C'est le point clé du débat. La Constitution ivoirienne de 2016 autorise le président de la République à être en même temps le président de son parti politique. D'accord, donc, Donc, comme il est le chef du parti, aucune loi ne lui interdit formellement de réunir les cadres de ce parti-là, là où il travaille. c'est-à-dire au palais. Voilà, le débat bascule donc du juridique à l'éthique. Légal, oui, mais est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est sain pour la démocratie? Et c'est sur ce point que tout le monde se déchire. Exactement. C'est fascinant. Un commentateur va même plus loin. Il dit que le problème ne date pas d'aujourd'hui. Pour lui, les germes de cette confusion ont été semés en 2016, au moment de l'écriture de cette Constitution. Il dit en substance qu'il ne faut pas faire les étonner aujourd'hui. Voilà, on récolte simplement ce qui a été planté à l'époque. Cela soulève une question de fond sur la nature même du système politique. On a une loi qui permet quelque chose que l'esprit de la démocratie, pour beaucoup, réprouve. Cette tension entre le droit écrit et l'éthique politique est au cœur de leur discussion.
Est-ce que tout ce qui n'est pas interdit est pour autant permis? Surtout quand on occupe la plus haute fonction de l'État. Précisément. Et au milieu de ce grand débat de principe, une rumeur plus personnelle, plus terre-à-terre, est avancée. Oui, c'est un moment assez savoureux du débat. Une théorie un peu audacieuse sur les raisons de cette réunion. Un des participants rappelle que le président Ouattara rentrait tout juste de France après une absence pour des raisons qui seraient médicales. D'accord. Il avance donc l'hypothèse que si la réunion se tient au palais, c'est peut-être tout simplement parce que le président affaibli ne peut pas se déplacer facilement. Ah! Il cite même une phrase célèbre tirée du roman Le Bossu. « Si tu ne viens pas à Lagardère ira à toi ». Si le président ne peut pas aller au parti, le parti vient à lui, au palais. C'est l'idée. C'est une théorie intrigante, ça humanise un peu la situation. Mais j'imagine qu'elle ne fait pas l'unanimité. Pas du tout. Un autre analyste la balaye d'un revers de main en disant que c'est un peu léger comme argument. Pourquoi? Son contre-argument est assez simple. Le président ne dort pas au palais présidentiel, il a une résidence privée. Il a donc bien dû se déplacer? Il a dû se déplacer de sa résidence au palais pour la réunion. Le choix du lieu n'est donc pas une contrainte logistique. C'est un acte purement politique. C'est une démonstration de force. Une démonstration de force, c'est-à-dire? Après une longue absence, des rumeurs sur sa santé et probablement un peu de flottement au sein de son propre parti, Le RHDP, oui. le président choisit le lieu le plus symbolique du pouvoir pour réaffirmer son autorité. En réunissant ses troupes au palais, il envoie un message très clair. À tout le monde. À tout le monde. À son camp comme à ses opposants. Ne vous y trompez pas, le patron c'est toujours moi, l'État est le parti, c'est moi qui en tiens les rênes. C'est un geste d'autorité absolue. Voilà. Donc, si on résume, on a deux histoires qui semblent très différentes en surface. D'un côté, une crise régionale, complot, vidéo, et de l'autre, une controverse politique très ivoirienne. Mais en fait, les deux racontent un peu la même chose. Exactement. Le point commun, c'est l'utilisation de la communication et des symboles comme de véritables armes politiques. Des armes. Oui. Au Burkina, le pouvoir utilise une vidéo, l'image d'un homme qui avoue, comme un outil de pression et de dissuasion. C'est plus rapide et plus efficace médiatiquement qu'un long procès. Et à Abidjan? À Abidjan, le pouvoir utilise un lieu, le palais, le symbole ultime de la République, pour asseoir une autorité politique. Dans les deux cas, la forme, le symbole, devient le message. c'est ça. C'est très clair. Et pour finir, il y a une phrase prononcée par l'un des intervenants qui reste en tête. Une sorte de mise en garde qui résonne particulièrement fort. Ah oui, hein. Il lance « On ne doit pas utiliser les dérives du passé pour essayer de justifier celles d'aujourd'hui. C'est une réflexion puissante, que ce soit en invoquant des tensions passées pour justifier des accusations actuelles. » Ou en s'appuyant sur une loi controversée pour justifier un acte éthiquement discutable. Oui, cette phrase nous interpelle. Elle laisse une question en suspens qui va bien au-delà du Burkina ou de la Côte d'Ivoire. Une question plus large. Oui, dans un paysage politique où le droit et la morale semblent si souvent divorcés, où le précédent est constamment utilisé comme un argument d'autorité, comment une nation, ou même toute une région, peut-elle espérer construire un avenir différent? C'est peut-être sur cette question qu'il faut méditer.